France. Alors on a vu précédemment en cours la commune de Trémargat, qui était notre étude de cas. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce sont les différents types d'espaces de faible densité et donc les différentes causes qui peuvent expliquer pourquoi certains endroits sont moins peuplés que d'autres. Alors on a ici une carte des densités de population en France. Cette carte, vous commencez à la connaître et à bien la comprendre. On peut noter plusieurs choses. La région parisienne concentre le maximum de population. Ensuite, les populations sont concentrées sur les littoraux, d'accord, Atlantique ici, méditerranéen là, le long des fleuves, ça se voit très bien, et aux frontières. Toutefois, on constate qu'il y a une zone où il y a peu de densité de population ici, on perd de la population là, et là on reconnaît bien ma diagonale du vide. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment de tout ça. Alors, première cause de faible densité d'un espace, eh ben, c'est son usage, et à savoir l'usage agricole. Effectivement, vous pouvez avoir des régions qui sont assez dynamiques et assez riches et peu peuplées. Et pourquoi ? Parce qu'elles font de l'agriculture à forte valeur ajoutée. Donc ça peut être de l'open field, comme ça en France, donc c'est des champs ouverts, sans haies, ou alors les régions de vignobles, etc. Bon, je vous renvoie aux cours sur les espaces productifs, mais l'agriculture peut expliquer qu'une région est faiblement peuplée, mais elle n'est pas pour autant pauvre. Il ne faut pas croire que parce qu'une région est faiblement peuplée, elle est automatiquement pauvre ou très peu attractive. Ce qu'il y a, c'est que là, l'espace est occupé. Autre raison qui est une région liée au relief, c'est une région naturelle. Bon, traditionnellement, les espaces montagnards sont des espaces contraints, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une contrainte énorme qui est la pente, ces espaces pentus. Donc tous les déplacements et toutes les activités humaines depuis que l'homme s'est sédentarisé, tous les déplacements et activités humaines, ils sont beaucoup plus difficiles. Effectivement, c'est plus dur de se déplacer. En plus, plus on monte en altitude, plus on va avoir la contrainte du climat. Bref, en montagne, l'agriculture est difficile, les déplacements sont difficiles, donc on va naturellement retrouver moins de gens dans ces espaces-là. Que ce soit de la haute montagne ou de la basse montagne, c'est des espaces où, en termes d'agriculture, on privilégie l'élevage, souvenez-vous, et de faibles empreintes au sol pour la population, c'est-à-dire une faible concentration de population. Donc ça, c'est logique, hein. C'est pour ça qu'en montagne, on se met dans les vallées, là où on peut faire de l'agriculture, mais que vous avez très peu de très forte densité. Il y a la question de la diagonale du vide. Alors on a déjà abordé ça dans un cours précédent. La diagonale du vide, c'est une région qui est effectivement, enfin c'est même pas une région, en fait c'est un espace français qui est pas simplement le centre de la France, espace central, puisqu'il part du nord-est et qui va jusqu'aux Pyrénées. Et en fait, c'est tout l'espace qui est, alors au nord désindustrialisé. Ici c'était le bassin... le bassin lorrain et le bassin du Nord. Donc en fait, ici, c'est une énorme poche de chômage, donc les jeunes sont partis dans les villes. Et pour le reste du terrain, eh ben, la diagonale du vide, en fait, elle est éloignée des frontières, elle est éloignée des littoraux, il y a peu de grandes métropoles à s'y trouver, ce qui fait qu'en fait, c'est un espace qui n'est pas très bien connecté et qui n'a pas d'avantage particulier, avec en son centre le Massif central, mais bon, la Champagne ou le Morvan. Alors la Champagne, c'est un espace qui va être plutôt agricole, hein. Donc ça cumule à la fois désindustrialisation, agriculture, relief et éloignement des espaces les plus dynamiques. Je pense effectivement au centre de la France, à la Creuse, etc. Ce qui fait que c'est un espace qui globalement s'est vidé de sa population. Alors vidé de sa population, on s'entend, il reste des gens, mais c'est un espace peu peuplé. Vous voyez ici d'ailleurs ce que je disais sur les montagnes, on voit bien ce qui est en vert, plus c'est en vert, moins c'est peuplé. Vous voyez bien que les Alpes, les Pyrénées et le Massif central sont par nature des espaces peu peuplés. Mais on voit bien cette diagonale qui apparaît là. Autre phénomène qui a renforcé la création de certains espaces de faible densité, en fait c'est la périurbanisation et la métropolisation, c'est-à-dire que le fait que les gens se concentrent dans les villes et autour des villes fait que les campagnes se sont vidées tendanciellement des jeunes. Bon, pourquoi est-ce qu'ils vont dans les villes ? Pour trouver du travail, les commerces attractifs, etc., etc. Bref, ça a renforcé le mouvement qui a consisté à vider les campagnes. Et les campagnes qui se peuplent, c'est celles qui sont en périphérie des villes, dans la couronne périurbaine, on en a déjà parlé. Donc voilà, les quatre grandes causes, c'est le relief, l'agriculture moderne, la diagonale du vide qui est un ensemble de causes, d'accord, et la métropolisation et la périurbanisation.
Voilà, je vous laisse noter ça, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite du cours. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, suite de la vidéo sur les causes des espaces de faible densité. On va voir aujourd'hui les difficultés et les atouts, d'accord? Donc les problèmes et les solutions dont disposent ces espaces pour malgré tout se renouveler ou alors devenir attractifs ou attirer certains types de populations. Alors, bon, première cause, dans ces zones-là, ici vous voyez bien ma diagonale du vide, on a des zones de chômage. Effectivement, dans un grand nombre de campagnes, il y a peu de travail, c'est pas là que se fait la création. Souvenez-vous, la création d'emplois, la création d'activités se fait majoritairement dans les métropoles. Donc, c'est difficile d'y trouver du travail. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Et ça ne veut pas dire que c'est pas possible non plus de créer son emploi. On en parlera après. Mais tendanciellement, ce sont des zones où il y a un fort chômage. De plus, bon, bah, le réseau ferré, le réseau de TGV ou les aéroports, ils relient les métropoles entre elles. Donc, par nature, dans les campagnes, vous êtes éloigné des grands centres des grands centres et des réseaux de transport, ce qui fait que vous êtes un peu déconnecté du reste du territoire français, de l'Europe, voire du monde. C'est-à-dire qu'il vous faut des fois une heure, 2 heures, 3 heures avant de trouver un aéroport, ou vous êtes des fois à 2 heures de la gare TGV la plus proche. Si vous êtes ici dans les Cévennes, vous êtes extrêmement éloigné, d'accord, ou dans l'Aubrac plutôt, parce que les Cévennes c'est un peu plus bas. Quand vous êtes au centre du Massif central, c'est compliqué d'aller prendre un TGV, et quand il faut se rendre à Paris, vous êtes obligé souvent de faire des correspondances. Bref, vous êtes très dépendant de la voiture. Autre problème, énorme problème. Alors c'est très simple. Vous voyez, cette carte, c'est la carte des communes sans médecin généraliste. C'est-à-dire le médecin que vous allez voir quand vous êtes malade, celui qui n'est pas spécialiste. Quand vous avez un point rouge, il y a un médecin. Quand c'est blanc, il n'y en a pas. Bon, bah c'est simple. Hein. Les médecins, ils sont dans les grandes villes, sur les côtes, d'accord, dans les espaces où il y a donc dans l'espace métropolitain. Mais vous avez des zones entières où vous devez faire 10, 15, 20 km avant d'avoir un médecin qui en plus est vieillissant puisqu'il va bientôt prendre sa retraite. Donc vous avez un problème de ce qu'on appelle les déserts médicaux. Alors ça rend pas les espaces attractifs parce que personne n'a envie d'être dans un endroit où il est loin de son médecin ou du centre de soins le plus proche. Ça rassure pas. Autre problème, qui est lié un peu à ça, c'est que vous avez un certain nombre de commerces qui ont fermé. Alors soit ils ont fermé parce qu'il n'y avait plus assez de clients, soit parce qu'il n'y a eu personne pour les reprendre. D'accord, les personnes sont parties en retraite, il n'y a pas eu de repreneur. Et vous avez aussi un certain nombre de services publics qui ont fermé, que ce soit les postes, les crèches, les écoles maternelles. Et pareil, ça n'attire pas spécialement les jeunes, parce que on a besoin de ces services-là. Et donc ça, c'est un gros problème, la perte des services de proximité dans ces territoires. Ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent pas apparaître autrement. Rappelez-vous qu'à Trémargat, les gens ont créé eux-mêmes les services dont ils avaient besoin. D'accord ? Dès lors qu'ils ont identifié un besoin, ils ont essayé d'y répondre. Ils ont créé un café associatif, une épicerie associative, pour avoir des commerces et des activités de proximité. Autre problème, alors là ma diagonale du vide elle doit vous apparaître sans difficulté. Ça c'est une carte de la couverture 4G. Alors ce sera exactement la même avec la 5G, c'est-à-dire c'est la carte du réseau. Et bien c'est simple, le réseau 4G c'est-à-dire l'accès aux technologies modernes, c'est ça que ça veut dire. Là, vous constatez une chose, que vous avez des pans du territoire, le centre-Bretagne en est un, où on a très peu de réseaux, donc on capte mal. Ce qui signifie que pour développer un certain nombre d'activités économiques, on a un problème. Parce que même si on veut faire du télétravail et aller s'installer dans un endroit qui nous plaît, et des fois on va avoir du mal à le faire tout simplement parce qu'on n'a pas le réseau et les capacités numériques. Donc il y a aussi une fracture numérique, une déconnexion numérique. C'est pas uniquement une déconnexion vis-à-vis des réseaux de transport physique, je pense aux autoroutes ou au TGV, mais aussi des transports numériques, c'est-à-dire le transport de données. Alors les services publics, comme je vous l'ai dit avant, ils ferment. C'est-à-dire que les postes, les bureaux de poste ont été fermés dans la plupart des villages. Quand j'étais jeune, mais il y a 50 ans, vous aviez quasiment une poste par village en France. Une poste, un café, une épicerie, une boucherie, un coiffeur. Vous aviez tout un tas de petits commerces et de services directs de proximité qui aujourd'hui existent de moins en moins. Donc ça, effectivement, c'est un vrai problème. Alors à côté de ça, ces territoires, ils ont des atouts. Vous voyez là une publicité du département du Cantal
Bon, le Cantal, c'est au sud de l'Auvergne, c'est un très beau plateau, c'est vraiment, on est dans des régions magnifiques de basse montagne, mais effectivement, c'est un territoire assez isolé, et ils cherchent à recruter des médecins, et ils vont faire valoir un certain nombre d'avantages qu'ils ont. Eh bien, ces territoires, ils ont comme premier avantage le fait que le coût de l'immobilier est pas cher. Aller s'installer à la campagne, c'est ce qui attire beaucoup de gens. C'est une des premières choses. On peut s'acheter une maison ou aller une belle maison, si on veut une très très belle maison avec de la place, on peut en trouver et pour pas trop cher. Là, vous voyez, c'est simple. Plus c'est rouge, plus c'est cher. Ben, dans les métropoles ou sur la côte, c'est cher. Dans les campagnes et dans la diagonale du vide, ça coûte rien. D'accord. Notez qu'il y a quand même certains espaces de faible densité qui sont très très chers. Ici, vous avez les Alpes ou les Pyrénées. Avoir des chalets en montagne, ça vous coûtera une fortune. Tandis que acheter un corps de ferme ou une belle maison dans le Massif central, dans les Ardennes ou quoi que ce soit, c'est tout à fait accessible. Pourquoi est-ce qu'on irait s'installer là-bas? Bon, bah, il y a plusieurs raisons. On verra après, plus tard, qui sont les néo-ruraux, les différents profils, mais il faut voir que dans ces espaces de faible densité, ils ont échappé largement à l'urbanisation, donc à un certain enlaidissement des territoires, et donc on a une qualité de vie et une beauté des paysages qui est réelle. C'est-à-dire qu'on peut y trouver du calme, de la nature, de la beauté, et on peut avoir envie d'y aller. On peut avoir envie d'y aller sans problème, pour un jour, pour un week-end, pour une semaine, ou pour toute la vie, par exemple, si on veut s'y installer. Donc vous êtes dans des zones où il y a une certaine qualité de vie, et pour ceux qui aiment la nature, c'est extrêmement attirant de retrouver ça. De plus, si vous êtes fan de sport, de randonnée ou d'activités qui ne sont pas des activités urbaines, bah là c'est des coins qui sont absolument faits pour vous, parce que autant l'hiver est rude, mais l'été vous pouvez y faire plein de choses. Alors c'est pour ça que ça attire. Alors ça va attirer parce que ça permet aussi le développement d'un certain tourisme qu'on appelle le tourisme vert. Le tourisme vert, c'est le fait de faire du tourisme nature. Randonnée, kayak, vélo, parapente, que sais-je. Ici, vous voyez faire des descentes dans des gorges, par exemple. Alors, vous n'allez pas vous y installer pour faire ça tous les jours. Mais ça signifie que vous pouvez développer des activités autour de ça. Et ça, c'est un énorme atout. C'est-à-dire que le fait de pouvoir créer une activité un peu insolite ou de proposer aux gens des séjours ou des vacances un peu insolites les rend attractifs. Pourquoi ça rend ces territoires attractifs? Parce que ça permet de développer du tourisme et donc une source de revenus. Dans ces nouvelles formes de tourisme qui commencent à se développer dans ces espaces-là, alors c'est pas du tourisme de masse. Justement, ce qu'on va pas chercher, c'est tous se concentrer dans des grands hôtels ou sur les plages ou dans des grands campings. On va plutôt chercher une qualité de vie, soit pour un week-end ou pour plusieurs semaines. Mais vous pouvez décider de vous installer là-bas temporairement ou de façon perpétuelle parce que vous allez développer une activité. Alors ici, vous avez un exemple, c'est un hameau dans les Cévennes où on a fait une très belle piscine et à côté, on a gardé l'aspect naturel. Donc les gens qui veulent faire gîte ou chambre d'hôte peuvent développer cette activité qui leur permettra d'avoir un complément de revenus. À côté de ça, ce sont des lieux où on peut innover. Ici, vous voyez une yourte, d'accord, toujours dans les Cévennes. Qu'est-ce que c'est qu'une yourte? La yourte, c'est l'habitat traditionnel des populations mongoles des steppes, c'est-à-dire des nomades. Et alors, ça doit vous paraître un peu exotique, mais c'est très à la mode parce que d'une part, ça coûte pas très cher, ça peut s'installer, c'est beaucoup plus confortable qu'une tente, et ça peut être en pleine nature, et ça peut permettre justement de développer soit de l'habitat permanent, c'est-à-dire qu'on peut y vivre sans problème toute l'année dans une yourte, ou alors créer, comment dire, des lieux un peu uniques pour les gens qui veulent vivre autrement ou offrir des séjours courts. Je pense notamment, vous avez déjà dû voir ça, c'est une smart box. Bah, c'est simple, hein, les smart box c'est des bons d'achat tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous proposez aux gens des week-ends, des séjours insolites. Vous voyez, cabane, yourte, roulotte, tipi, château, maison d'hôte. Et dans ces espaces de faible densité, vous pouvez offrir ces choses-là. Donc c'est ce qui les rend un petit peu attirants. D'accord? Parce que ça permet à des gens de développer des choses sur toute la gamme. Ça va de la nature jusqu'au jacuzzi en pleine nature. Donc, on peut attirer différentes populations. Vous voyez ici, ça c'est plutôt grand luxe, mais effectivement, la personne qui a développé ce lieu-là s'est dit, je vais venir m'installer là, je vais faire du tourisme alternatif, du tourisme nature, et je vais offrir à des urbains qui voudront venir un week-end ou une semaine pour se changer les idées, je vais leur offrir un cadre absolument unique. Ce qui fait que toutes ces activités un peu nouvelles en termes de tourisme,
eh bien, qui n'étaient pas possibles avant, eh bien, elles le deviennent. C'est pour ça que ça commence à attirer des gens. C'est un atout pour ces territoires-là. Alors à côté de ça, vous avez, heureusement, on est en France, bon bah vous avez le patrimoine. C'est-à-dire qu'en plus d'une très belle nature, vous avez des villages, des châteaux, des lieux qui attirent des touristes et qui font que c'est un atout pour le développement parce que ça permet, je ne refais pas le cours sur les espaces touristiques, mais de créer toutes les activités à côté, restauration, hôtellerie, visite, etc., qui font que les gens vont venir. Donc, on peut créer de l'activité et de la richesse dans ces zones. À côté de ça, ce sont des zones qui attirent non pas simplement des Français, mais qui vont être très attractives pour les étrangers. Ici, vous voyez une photo qui a été prise en Dordogne, qu'on appelle aussi le Dordogne-Shire. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de mots sur Shire, c'est la comté en anglais. Eh bien, c'est simple, il y a une trentaine d'années, les Anglais sont tombés amoureux de la Dordogne. Si vous allez en Dordogne, vous comprendrez pourquoi on peut tomber amoureux sans difficulté de la Dordogne. Et ils ont commencé à venir s'installer là pour leur retraite, en disant mais on a une qualité de vie extraordinaire, c'est beaucoup moins cher qu'en Angleterre, on a un beau temps l'été, il y a des paysages magnifiques, on va restaurer ça, et on va pouvoir profiter de la qualité de vie à la française. Et d'un coup, des territoires qui perdaient de la population sont mis à regagner, à tel point que vous avez des vols directs entre Bergerac en Dordogne et Londres. Vous avez des lignes, vous avez un aéroport qui s'est développé autour de ça, parce que tous les jours, vous avez des Anglais à y venir, parce qu'ils y cherchent la qualité de vie. Bon, à côté de ça, vous avez ce qui rend ces espaces attractifs, c'est le tourisme hivernal, qui génère beaucoup d'argent. Là, vous voyez les différentes stations de ski dans les Pyrénées. J'aurais pu mettre la même chose dans les Alpes. Ça, c'est une grande source de richesse. Et c'est ce qui fait que ces territoires sont attractifs, mais de façon saisonnière. Il faut bien ne pas se tromper. Tourisme hivernal ou estival, c'est très important. Voilà. Je vous laisse recopier cette trace écrite qui résume tout ce que j'ai dit là. Et je vous remercie. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo toujours consacré aux espaces de faible densité. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux néo-ruraux. Alors, les néo-ruraux, ce sont ces gens qui ont quitté les villes pour aller s'installer en campagne. Donc, ce sont devenus des nouveaux ruraux. Alors, comme ils sont nouveaux à la campagne, ils ont plein de profils différents et ils vont amener des choses nouvelles. Alors, on va voir les différents motifs qui poussent les gens à aller s'installer. Bon, le premier, c'est le ras-le-bol du mode de vie urbain. Le métro, boulot, dodo. D'accord ? Vous vous levez le matin, vous allez bosser, vous rentrez, vous dormez dans votre appartement et vous avez l'impression que votre vie ne tourne qu'autour de ça. Ça, effectivement, ça pousse beaucoup de gens le fait de plus avoir envie de la vie en ville. Parce qu'elle a des atouts, à savoir le dynamisme, mais elle est aussi très épuisante. Et quand on rêve de nature et d'espace un petit peu vert et un peu de calme, la campagne, ça vous attire. Autre profil, le retraité évidemment. Les personnes âgées venues s'installer dans ces espaces ont choisi le milieu rural isolé pour profiter de la campagne, du calme, de la solitude, du contact avec la nature et pas les natures. Leur quête est motivée par un rejet de la vie urbaine, de ses paysages, de sa trop forte densité humaine, par une volonté d'échapper à la ville perçue comme menaçante. Autre motivation, le souhait de renouer avec leurs racines, comme se réinstaller au village de leur enfance. Alors vous avez énormément de gens qui quittent les villes et qui vont s'installer dans des espaces de faible densité. On avait vu que beaucoup de retraités vont sur les littoraux, notamment sur la Côte d'Azur. C'est absolument vrai, l'héliotropisme, ça fonctionne. Mais vous en avez aussi beaucoup qui cherchent pas tant le soleil que le calme et une nature qu'ils aiment, qu'ils n'ont pas pu côtoyer assez parce que leur carrière professionnelle a fait qu'ils ont dû travailler en ville. Et donc, soit ils vont s'installer dans un petit coin de campagne qu'ils aiment pour y vivre et profiter de leur retraite, ou alors ils retournent au village de leur enfance. D'accord ? Dans leur région d'origine. Ça se fait beaucoup dans les régions comme la Bretagne ou la Corse, par exemple, où les gens, certaines personnes doivent les quitter pendant leur carrière, mais à la fin, ils ont envie d'y retourner pour retourner dans leur pays, j'ai envie de dire. Autre profil de néo-ruraux, c'est les néo-ruraux temporaires, c'est ceux qui ont une résidence secondaire à la campagne. Alors eux, ils veulent pas vivre à la campagne tout le temps, mais quand ça leur chante. Donc ils achètent une maison dans un beau coin, ils travaillent en ville, ils ont un bon pouvoir d'achat, ils décident d'acheter une maison soit dans un coin très isolé, soit dans un endroit plus touristique sur la côte, mais dans tous les cas, ils viendront 1 mois, 2 mois par an, parfois un peu plus, mais quand même pas si longtemps que ça. Alors ces néo-ruraux, ça explique le développement des
typiquement dans les zones en bord de mer, là ici on est à l'île d'Oléron par exemple, de tous ces lotissements qui sont largement vides la plupart du temps, parce qu'ils sont occupés de façon temporaire. Bon bah ça c'est les résidences secondaires. Ce sont des néo-ruraux, c'est pas parce qu'ils vivent pas à l'année qu'ils n'ont pas un impact énorme. Ils ont un impact parce qu'ils veulent retrouver une certaine qualité de vie. Donc ils font installer des piscines, ils vont se faire installer des chaînes de télé, tout le confort urbain, ils essayent de faire un mix. Et des fois ils s'entendent pas très bien avec la population locale. Et alors vous voyez ce coq là, c'est le coq Maurice, qui était à l'île d'Oléron, il appartenait parce qu'il est décédé depuis, à une charmante vieille dame qui a toujours vécu sur l'île d'Oléron. Et comme elle avait des poules, elle avait aussi un coq. Et ce coq, tous les matins, comme tous les coqs, il se levait et il chantait avec le lever du soleil. Et il se trouve que ça gênait ses voisins qui étaient des néo-ruraux, alors des urbains, je ne sais pas s'ils venaient de Paris, je ne sais plus exactement, mais qui étaient dérangés par le chant du coq, rendez-vous compte. Le matin, ça les réveillait, ça les empêchait de faire la grasse matinée. Quelle horreur! Un coq fait du bruit à la campagne. Et donc ils avaient porté plainte en exigeant qu'on abatte le coq Maurice, qui nuisait en fait à leur qualité de vie. Alors ça, c'est des conflits réels. On a de plus en plus de ça, c'est-à-dire de gens qui viennent à la campagne et qui ne connaissent pas le mode de vie à la campagne, et notamment la proximité avec les animaux de ferme. Alors vous avez des tas d'histoires de gens qui sont installés à côté par exemple, d'un élevage de cheval, ou de vaches, et qui vont râler parce que y a du fumier et ça sent pas bon. Oui, c'est pas que ça sent pas bon, c'est que la ferme a des odeurs, elle a des bruits. Bref, et ça finit souvent au tribunal. Hein. Donc ces néo-ruraux-là sont pas forcément les plus sympathiques, parce que la ville à la campagne, ça, c'est limite. Alors vous avez ceux qui vont s'installer de façon permanente à la campagne. J'allais dire perpétuelle, non, c'est permanente que je cherchais. Alors ceux-là, c'est ceux qui quittent totalement la ville pour venir s'installer. Alors, les retraités, ils sont plutôt âgés. Ceux qui ont une résidence secondaire, ils ont entre 40 et 60 ans, c'est les actifs. Mais vous avez beaucoup de jeunes qui décident de franchir le pas, pas que, vous avez aussi des gens qui quittent tout à 40 ans. Mais vous avez des jeunes qui disent « Oh non, finalement, je vais m'installer à la campagne ». Et pourquoi ils vont s'installer à la campagne ? Pour y développer ce dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire soit un mode de vie un peu différent, c'est-à-dire soit créer des gîtes un peu inhabituels, ou alors se lancer dans l'agriculture bio, comme à Trémargat, soit vraiment chercher un espace où on est totalement tranquille pour retrouver un peu de chaleur et fuir le mode de vie urbain et retrouver la proximité d'une petite communauté, d'un village où les gens se connaissent, se disent bonjour. Alors, idéalement, beaucoup de gens vont s'installer pour y faire de l'agriculture bio. Ça, c'est vrai que c'est le bonheur d'élever des bêtes, le bonheur du maraîchage, de renouer avec la campagne. Ça attire de plus en plus de jeunes qui vont développer, un peu comme à Trémargat, des marchés de proximité, mais plein d'activités aussi. Plein d'activités pour les redynamiser, parce qu'ils amènent pas un mode de vie urbain, mais ils amènent quand même des nouvelles idées. Notamment, les cafés associatifs, tout le monde associatif. L'associatif, à la base, c'est plutôt quelque chose qu'on fait en ville. Et en fait, en campagne, ça fonctionne aussi bien. Et c'est pour ça que quand ils viennent s'installer, ils vont créer effectivement des épiceries coopératives, ils vont faire des chantiers participatifs, ils vont créer des cafés associatifs où se retrouver pour avoir des lieux de vie qui fassent vivre le village. Et ça, c'est assez formidable. Et ça explique le regain de tous les petits marchés, les marchés paysans, les marchés bio, qu'on retrouve dans ces coins-là, notamment l'été. Vous avez aussi tous ceux qui viennent s'installer pour faire de l'artisanat. Alors, pas que de l'artisanat alimentaire. Vous avez le miel, vous avez les olives, tout ce que vous voulez, la châtaigne. Mais aussi ceux qui décident, qui sont un peu artistes, qui peuvent pas se payer un loyer en ville, et puis qui ont envie de travailler le cuir, le bois, des matériaux nobles, un peu anciens, et qui cherchent un coin où il y aura un peu de passage touristique, d'accord ? Donc des touristes qui passent, mais dans un charmant village, où ils vont pouvoir installer une boutique, et produire des choses et les revendre. Alors ça, effectivement, c'est un autre type de gens qui sont attirés, d'accord ? On va pas que faire de l'agriculture bio en campagne, on va aussi faire de l'artisanat, du tourisme alternatif, du tourisme vert. Bref, les gens là viennent et créent leur activité. Je vous ai dit qu'il y avait un fort taux de chômage dans ces zones-là, oui, parce qu'il y a peu d'offres d'emploi à apparaître, mais par contre, on peut créer son emploi. Et beaucoup de jeunes dynamiques, comme à Trémargat, viennent s'installer, créer leur activité et essayent d'en vivre. Donc c'est ceux qu'on appelle les entrepreneurs ruraux. Donc les néo-ruraux, les citadins retraités, les urbains actifs, avec parfois les conflits,
Donc ceux qui veulent le retour au pays ou l'héliotropisme, hein, ça marche aussi quand ils vont dans l'arrière-pays, Varois par exemple, ou Montpellier-Rhin. Les jeunes qui ont des revenus modestes mais qui fuient le coût de la ville, le mode de vie urbain et qui veulent un meilleur cadre de vie. Et tous ceux qui sont des entrepreneurs qui viennent créer leur entreprise. Voilà, je vous remercie.